J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Salam alaikum. Nous sommes le 30 juillet 2023 et nous continuons d'explorer ensemble les enjeux des relations algéro-marocaines à la suite du discours du Mohamed VI, le monarque marocain qui a appelé à la réconciliation avec l'Algérie, qui a donné des garanties de paix, qui a en tout cas des garanties non, s'est engagé à ne jamais faire preuve de malveillance ni à menacer la paix de l'Algérie. Nous avions analysé dans une première émission les tenants, les aboutissants, les enjeux de cette stratégie de Mohamed VI et de sa façon de gérer la crise algérienne. Lui qui parle de relations stables alors qu'il n'y a pas de relation tout cool entre l'Algérie et le Maroc depuis au mois août 2021. Les deux pays ne se parlent pas, les deux pays s'accusent, notamment le régime algérien qui fait du Maroc son ennemi juré et sa source de tous les maux et sa source de tous les dangers qui guettent l'Algérie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut analyser froidement la situation et je vais essayer d'expliquer dans cette émission pourquoi l'Algérie devrait accepter une médiation pour négocier et dialoguer avec le Maroc. Le régime algérien ne peut pas parler aux Marocains en ce moment. Les accusations ont été très graves. Les propos tenus à l'encontre du Maroc et les reproches dont font preuve ce que les dirigeants algériens reprochent au Maroc, ça dépasse un petit peu l'entendement et je crois qu'aujourd'hui il faut un médiateur qui fait l'intermédiaire entre les deux pays. Moi, j'ai identifié deux médiations, avant de parler des reproches du régime algérien, ce qui est raisonnable et ce qui est déraisonnable. On va analyser ensemble. D'abord, qui peut faire le médiateur entre l'Algérie et le Maroc? Moi, j'ai identifié deux acteurs. Un acteur, l'Union africaine, à laquelle le Maroc est revenu depuis 2017, et le Maroc qui compte beaucoup de pays de l'Union africaine, notamment l'Afrique de l'Ouest. L'Algérie est un pays central pour l'Union africaine. C'est l'un des pays les plus importants de l'Union africaine. Il compte beaucoup d'alliés, d'amis, le Nigeria, l'Afrique du Sud, etc. L'Éthiopie, etc. Nous avons de bonnes relations avec de grands pays africains, et c'est important. Et il faut que ça dure. L'Union africaine, étant donné que le Maroc est revenu en 2017, alors qu'il s'était retiré en 1984 pour protester justement contre l'attribution d'un siège de l'Union africaine au Front Polisario. Le Maroc a accepté de revenir et il fait du lobbying en Afrique. Et le Maroc a compris que l'Union africaine, alors qu'il était longtemps proche de l'Europe, que même certains dirigeants marocains avaient caressé le rêve fou et insensé d'intégrer l'Union européenne, ce qui est naturellement complètement idiot et fou et réalisable, le Maroc a compris que son avenir est en Afrique. L'Algérie, panafricaine par définition, avec un grand prolongement, beaucoup d'intérêt en Afrique, je crois que c'est en Afrique que le conflit algéro-marocain pourrait être réglé. Comme en 1963, lors de la guerre des sables, c'était l'Union africaine, notamment l'empereur de l'Éthiopie à l'époque, qui avait joué un rôle important pour ramener la paix entre les deux pays. Et pour moi, une médiation de l'Union africaine serait la seule solution pour permettre à l'Algérie et au Maroc de revenir à une relation normale. Je dirais peut-être pas de se réconcilier, mais à normaliser leur relation. La deuxième médiation possible, c'est celle de l'Arabie Saoudite, qui est le pays le plus influent en ce moment dans le monde arabe, le pays le plus riche, le pays le plus puissant, et qui, avec Mohamed Ben Salman, nous l'avons vu depuis notamment 2021-2022, et s'impose comme étant une force politique majeure, avec une révision de ses relations avec les États-Unis d'Amérique. L'Arabie Saoudite n'est plus ce chien qui dépend des États-Unis d'Amérique, n'est plus le chien fidèle des États-Unis d'Amérique. Il traite d'égal, il a de bonnes relations avec la Russie, avec la Chine. L'Arabie Saoudite, en mars 2023, s'est réconciliée avec l'Iran. Elle est en train de se désengager de certains conflits militaires, notamment au Yémen. Elle revoit ses relations au Liban et elle négocie en secret une normalisation avec Israël. La force de l'Arabie Saoudite, c'est son autonomie actuelle, son indépendance politique et ses grands projets économiques qui, pour diversifier son économie, je fais dans l'Arabie Saoudite, mis sur le tourisme, sur la recherche dans les nouvelles technologies, la biotechnologie et sur une nouvelle façon en tout cas, d'utiliser les recettes du pétrole pour aller vers un autre modèle économique. Et l'Arabie Saoudite est en train de s'imposer comme un pôle majeur. C'est devenu une véritable puissance régionale. Et vu qu'elle a des intérêts avec l'Algérie comme avec le Maroc,
elle pourrait jouer le rôle de médiateur, et être un bon médiateur, c'est quoi? C'est-à-dire être juste, proposer des solutions justes et faire un arbitrage juste qui permettra aux deux pays impliqués dans un conflit de trouver un accord. Un accord qui permettra d'enterrer la hache de guerre. Union africaine, je privilégie beaucoup plus la piste de l'Union africaine, qui est beaucoup plus neutre et qui pourrait garantir plus de transparence et plus d'impartialité vis-à-vis du conflit algéro-marocain. Je crois que c'est la meilleure solution. Pourquoi il faut accepter cette médiation? D'abord, parce que dans ce que nous reprochons, dans ce que les dirigeants algériens reprochent au Maroc, il y a 20% de part qui est raisonnable, d'accusations raisonnables, et 80% d'accusations totalement fantaisistes. Qu'est-ce qui est raisonnable? L'Algérie reproche quoi au Maroc? Deux reproches légitimes. La question du Sahara occidental, qu'il faut absolument régler, parce que quand même, nous avons presque 200 000 réfugiés sahraouis qui sont sur le territoire algérien, du côté de Tindouf. Ça empoisonne les relations entre les deux pays, ça prolonge l'incertitude, l'insécurité. Sahara occidental, il y a un désaccord majeur entre les deux pays. L'Algérie soutient militairement, financièrement le Polisario. Le Maroc considère le Sahara occidental comme une partie intégrante de son territoire. Je pense que les deux pays doivent absolument dialoguer sur cette question, parce que cette région du monde, ce conflit, c'est lui qui nourrit d'autres malentendus. S'il n'y avait pas ce conflit, par exemple, le Maroc n'aurait pas normalisé ses relations avec Israël pour s'armer, pour se défendre, pour se protéger et pour renforcer sa légitimité concernant la légitimité de sa présence au Sahara occidental. D'ailleurs, je venais de le discours de Mohamed VI, le roi marocain. Il a parlé de la reconnaissance d'Israël, il a même parlé de rigueur et de sérieux de la politique de la diplomatie marocaine qui obtient de plus en plus la reconnaissance de certains États du monde de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Donc c'est le dossier du Sahara occidental qui a provoqué l'ensemble des autres problèmes. Il faut dialoguer là-dessus. Deuxième reproche légitime, c'est l'alliance militaire avec Israël. L'Algérie, qui m'a raconté dans la première émission, est tout à fait dans son rôle. C'est légitime d'exprimer des craintes, voire même des critiques concernant un rapprochement militaire renforcé entre Israël et le Maroc. Et là, nos amis marocains doivent comprendre qu'il est normal que nous, les Algériens, se sentons en insécurité, puisque notre État est nationaliste, il est pan-arabe, il soutient la cause palestinienne, il refuse toute normalisation avec Israël, et il voit d'un très mauvais œil la percée du lobby israélien au Maghreb et dans la région, sur le continent africain en général. Comme nous pratiquons une politique anti-israélienne, à partir du moment où le Maroc s'allie avec Israël, et militairement, pas uniquement diplomatiquement, l'Algérie est de facto en danger, elle se sent en danger. Il faudra donc, l'Algérie doit demander deux choses. Des garanties des engagements de paix, c'est beau que Mohamed VI déclare qu'il n'y aura pas de malveillance, ni que le Maroc ne sera jamais une base arrière, quelque part, pour menacer la paix de l'Algérie. Il faudra des engagements écrits, il faudra qu'il y ait un pacte de non-agression, qui doit être signé officiellement par les deux chefs d'État de l'Algérie et du Maroc, et que ce pacte de non-agression soit donc parachevé et signé en présence d'un médiateur, et ensuite en présence des représentants des Nations Unies. Il faut que les deux pays s'engagent à ne pas violer la souveraineté nationale de leurs voisins, à ne pas participer à une action militaire ou diplomatique ou politique qui violerait les intérêts ou qui porterait une menace contre la souveraineté nationale de leurs voisins. C'est possible. Si un tel document est signé entre les deux pays, là on garantira la paix. Il faut qu'il y ait des engagements écrits. Les engagements oraux n'ont pas de sens, ne suffiront pas. Et l'Algérie pourrait exiger des engagements écrits. Le Maroc aussi devrait exiger des engagements écrits. Car nous n'allons jamais nous faire la guerre, même si on n'est pas d'accord. Et nos alliances, parce que les Marocains nous répondent souvent, mais l'Algérie achète des armes aussi à la Russie, alors elle est un allié militaire de la Russie, le Maroc a le droit d'être l'allié militaire d'Israël. La Russie n'a pas occupé un pays arabe. La Russie n'a pas occupé la Palestine, n'a pas fait la guerre à plusieurs pays arabes. Et officiellement, la Russie n'a pas une politique anti-marocaine. La Russie ne menace pas le Maroc, au contraire, les relations politiques entre le Maroc et la Russie, elles sont excellentes. Il y a des échanges économiques, il y a des touristes russes au Maroc, pas de problème. Or, les relations entre l'Algérie et Israël sont pourries, empoisonnées, voire même, ce sont des adversaires. Donc, négocier un pacte de non-agression est ce qu'il est de plus important pour garantir la paix. La question du Sahara occidental, encore une fois,
Moi, je ne crois pas que l'ONU va résoudre ce problème. Je reste toujours dans le cadre de l'Union africaine qui a prouvé son efficacité. Je vois que les problèmes de l'Afrique doivent être réglés par les Africains. Parce que les Africains connaissent les réalités de notre continent, les susceptibilités des populations et les enjeux économiques et politiques, ce que peut-être les Nations Unies a du mal à comprendre. Une médiation africaine pourrait trouver une solution à ce problème. Et là, c'est l'Algérie qui doit faire un effort. Aujourd'hui, il n'y a aucun État censé intelligent à travers le monde ne peut comprendre ou là ne peut accepter la création d'un nouvel État au Maghreb et notamment dans cette partie du monde, c'est-à-dire dans le Grand Sahara. Au moment où il y a les groupes terroristes et les narcotrafiquants, déjà des pays qui existent depuis les années 60, comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso, la Mauritanie, elle est fragilisée elle-même. La menace terroriste, la menace des réseaux criminels, la pauvreté, la crise économique, chef le Sud-Soudan qui a été créé récemment, comme on est dans la famine, dans la guerre civile, etc. La Sahara occidentale, un tel pays nouvellement créé dans un contexte mondial très compliqué, avec aucune garantie, parce que c'est un pays quoi? Ça sera un pays de 500 000, 400 000 habitants. Ça n'a aucun sens. Ce sera un deuxième Soudan Sud. Alors je vous parle le Soudan Sud depuis son indépendance en 2011 jusqu'à aujourd'hui, que des guerres, des famines et des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a été créé hâtivement et qui on n'a pas eu il n'y a pas d'entente entre les différentes factions qui composent ce pays et les problèmes économiques et politiques et régionaux impactent directement un pays nouvellement créé. C'est un pays qui sera plus facile à, à domestiquer par des puissances impérialistes ou des interventions étrangères et un État. Il ne pourra pas construire un État fort rapidement, et sans un État fort, il pourra être à la merci de lobbies mafieux, terroristes, de groupes terroristes, etc. Un chauffe ça avec les pays du Sahel. Donc l'Algérie doit comprendre, elle doit accepter que l'indépendance du Sahel occidental n'est plus possible. Elle n'est même pas envisageable. Parce qu'elle n'est pas réaliste, parce qu'elle est dangereuse à la fois pour l'Algérie, pour le Maroc et pour l'ensemble de la région. Parce que le rêve algérien est que le Sahel occidental déclare son indépendance et qu'il devienne une sorte de colonie algérienne, une sorte d'un pays vassal de l'Algérie. Ce qui n'est pas le cas. Déjà, nous avons un grand territoire. Nous avons déjà du mal à développer notre territoire, à sécuriser notre territoire. Comment nous allons garantir la sécurité et le développement du Sahel occidental? Déjà, nous, la Tunisie, nous avons la Tunisie qui a nourri une dépendance assez accrue vis-à-vis de l'Algérie ces 3 dernières années. Alors, je vous cache la Tunisie, elle est fragilisée, crise économique, faillite, problème de sécurité. Nous ne pouvons pas être présents partout. Je pense qu'il faudra accepter le fait qu'une autonomie marocaine soit réaliste et sérieuse, à condition qu'il y ait un accord officiel dans lequel le Maroc concrétise cette autonomie, pour que les réfugiés puissent revenir dans leur pays et qu'ils ne puissent pas être persécutés. Ça, c'est un autre cadre. On va essayer d'expliquer réellement les problèmes, les solutions occidentales dans une autre émission. Maintenant, pourquoi il faut accepter? Pourquoi les dirigeants algériens aujourd'hui, malgré leur... Parce que, mais à part ces deux dossiers, tout ce qu'on reproche au Maroc, c'est pas légitime, franchement. Mais à part ces deux désaccords, les complots diplomatiques et politiques, c'est du fantasme. Il y a une rivalité. Le Maroc essaye de s'imposer comme la puissance du Maghreb. Être rival ne signifie pas être un ennemi. Que le Maroc essaie d'attirer les investisseurs étrangers plus que l'Algérie, c'est de bonne guerre. Que le Maroc essaie d'être mieux représenté et qui domine plus les instances internationales, les instances africaines, ou là qu'il essaye de s'octroyer une partie du patrimoine algérien, ou là qu'il essaye de se présenter comme meilleur que l'Algérie, ça c'est de bonne guerre, ça s'appelle la rivalité. Il y a des rivalités entre la Corée du Sud et le Japon, il y a des rivalités entre la Thaïlande et la Malaisie, il y a des rivalités entre le Vietnam et les Philippines, il y a des rivalités dans plusieurs pays voisins, il y a beaucoup de rivalités. Mais la rivalité ne signifie pas l'hostilité. Quand la concurrence, elle est loyale, elle n'est pas alimentée par des enjeux militaires ou par des tensions politiques, c'est compréhensible. Aux Algériens de se défendre, aux Algériens d'accepter la compétition avec les Marocains, aux Algériens de se développer, aux Algériens de s'imposer dans les différents domaines politiques, sportifs, culturels, etc. Maintenant, il faut accepter de négocier avec le Maroc. Et sortir de cette posture, le Maroc, parce que franchement, tous les autres arguments ne sont pas recevables. En tout cas, le Maroc soutient les opposants algériens. Les opposants algériens ne vivent pas au Maroc, ils vivent tous en Europe, notamment en France. Donc il faudrait-il rompre les relations diplomatiques avec la France, ou la Suisse ou l'Angleterre. Le Maroc, une guerre médiatique.
c'est deux mêmes choses. Ce que les médias, la haine qui est déversée par les médias algériens sur le Maroc est supérieure, franchement, en termes en termes de volume de contenu négatif et injurieux à l'encontre du Maroc. L'Algérie, elle a dépassé toutes les limites. Alors que les contenus injurieux du Maroc au Maroc diffusés par le Maroc contre l'Algérie sont nettement moins volumineux. Il y a plus de télévision privée en Algérie qu'au Maroc. Les réseaux sociaux en Algérie sont monopolisés à longueur de journée par la propagande anti-marocaine. Donc ce ne sont pas des arguments recevables. Tu insultes, il t'insulte, il t'accuse comme toi tu l'insultes et tu l'accuses. Franchement, les autres arguments ne sont pas recevables. Maintenant, pourquoi faut-il faire la paix avec le Maroc et normaliser les relations avec le Maroc? Parce que nous avons d'autres problèmes beaucoup plus graves. Je suis au Niger, coup d'État au Niger. Tous les pays de l'Afrique subsaharienne sont menacés. Groupes armés, djihadistes, terrorisme, intervention étrangère, guerre de leadership entre la Russie comment s'appelle, la France, interventionnisme des Émirats, du Qatar et de la Turquie, le lobby de la Chine. C'est devenu le Sahel, nos frontières sont maintenant minées. Nous sommes aujourd'hui le seul pays au monde entouré de conflits et de problèmes. Libye, conflit et problèmes, instabilité. Tunisie, faillite et instabilité. La Niger, maintenant, instabilité et confrontation et problématique risque terroriste. Mali, le nord du pays, c'est un foyer de terrorisme. La Mauritanie reste très fragile, elle se défend mais reste fragile. Nous sommes entourés de problèmes. Plus la guerre avec le Maroc. Une guerre diplomatique et pratiquement une prédisposition à faire la guerre aussi sur le plan militaire. C'est très dangereux. Nous avons plus de 900 km de frontières avec le Niger, plus de 1300 km avec le Mali. C'est de là les frontières de l'Algérie avec la Libye, c'est quand même des milliers de kilomètres à surveiller avec des pays qui sont instables et qui peuvent être des menaces. 982 km avec la Libye. Donc c'est des pays instables qui sont des foyers de groupes armés ou de forces militaires soutenues par des puissances étrangères qui peuvent nuire directement à l'Algérie. On ne peut pas faire surveiller notre pays. On est sur plusieurs fronts. Et je mets l'Allemagne de Hitler, le troisième Reich, a perdu la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il a été sur plusieurs fronts. Front russe, front américain, front anglais. C'est pas possible. Quand on est présent sur plusieurs fronts, on est affaibli. Alors au lieu de capitaliser toutes nos forces militaires pour se préparer à un éventuel conflit contre le Maroc, on devrait faire la paix, négocier la paix avec le Maroc, pour se concentrer sur les menaces et les dangers qui nous guettent du côté du Mali, du côté du Niger et du côté de la Libye. C'est très important à comprendre. La guerre, des fois, c'est plus difficile de perdre la guerre que de gagner la paix. C'est plus facile de perdre une guerre que de gagner la paix. La paix est plus difficile à gagner qu'une guerre. Parce que faire la guerre, aujourd'hui, nous sommes tous perdants. On a bien vu entre la Russie et l'Ukraine, la Russie n'a rien gagné. Elle a lancé une guerre contre l'Ukraine, elle n'a absolument rien gagné. Beaucoup de morts des deux côtés. Et la Russie n'a jamais gagné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les guerres ne sont plus conventionnelles. C'est des moyens technologiques très développés. Et les guerres ne sont plus... C'est des guerres globales. Chaque pays recourt à des alliances internationales qui font que cette guerre, qui l'oppose à son voisin ou à un seul ennemi, en fait, ce sont des guerres de blocs. Et dans les guerres de blocs, chaque bloc a des forces, a des atouts, ce qui fait que les deux adversaires se neutralisent très rapidement, avec trop de dégâts matériels, et personne n'est vainqueur ni vaincu. Parce que les rapports de force sont plus ou moins équilibrés. Tu fais la guerre au Maroc, l'Occident va soutenir le Maroc. Toi, la Russie va se soutenir, mais l'Occident va le soutenir. Et donc, qui perdent sont les Algériens et les Marocains. Et les deux blocs mondiaux vont régler leur compte sur le dos des Marocains et des Algériens. Il n'y a aucune avancée. Aujourd'hui, ce que le conflit ukrainien est en train de nous apprendre, c'est qu'aucune guerre ne peut être gagnée par un pays de manière conventionnelle, de manière militaire. Parce que le pays qui sera attaqué ou agressé aura toujours les moyens de se défendre et d'infliger des pertes considérables au pays qui l'agresse. Les guerres aujourd'hui sont sur la scène diplomatique, sur la scène économique, sont au niveau culturel et médiatique. Et ce ne sont plus des guerres militaires. Les guerres militaires n'ont plus aucun sens. Je pense que c'est un certain nombre d'arguments, que le débat se poursuivra sur les plateformes d'Algérie Part, mais quand je trouve le contexte mondial actuel, les dirigeants algériens devraient vraiment revoir leur copie à l'égard du Maroc et accepter une médiation de l'Union africaine et négocier un accord avant de négocier la paix, un accord de non-agression, un pacte de non-agression, avec des articles précis qui engagent le Maroc et qui engagent l'Algérie à ne pas s'agresser mutuellement, à ne jamais se faire la guerre. C'est la seule solution pour moi qui pourrait garantir la paix et le développement pour les deux pays. Vous me direz votre avis, le débat se poursuit sur les différents supports d'Algérie Part.